Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégal. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme qui consiste aujourd'hui en une interview de Leila Alchami, autrice de Burning Country avec Robin Yassine Kassab, sous-titrée Au cœur de la révolution syrienne et qui est paru aux éditions L'Échappée en 2019. Et donc cette interview est menée par Vivian Petit, qui a été notre invité lors de 2 émissions, une qui portait sur l'agression turque au Rojava et une autre qui portait sur la révolution, la contre-révolution et la guerre en Syrie depuis 2011. Et donc il faut concevoir cette interview de Leila Alchami suivi d'une interview des traducteurs et traductrices de Leila Alchami, comme un complément de l'émission sur la Syrie que nous avions faite avec Vivian Petit, et puis également, même si c'est de manière plus marginale, de l'émission que nous avions également faite avec lui sur l'agression turque au Rojava. Et donc on vous souhaite une bonne écoute. Donc Leila Alchami, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Là, on est à Notre-Dame-des-Landes, c'est juste après une présentation de ton livre que tu viens de faire. Donc ton livre, c'est Burning Country, on en a souvent parlé sur Radio Libertaire, dans Sortir du capitalisme. D'abord, est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu développes dans ton livre à propos des causes au soulèvement, quoi. Tu dis souvent qu'il y a à la fois des explications politiques et aussi des racines économiques à ce soulèvement. I think the uprising came within the context of this transnational revolutionary uprising that was taking place across the region, and I think the grievances of people across the region were very similar. Je pense que l'insurrection syrienne doit être comprise dans le contexte du mouvement révolutionnaire transnational qui avait lieu à ce moment dans la région, et que les revendications des gens à travers la région étaient très similaires, contre les régimes autoritaires, la corruption, le manque d'opportunités, notamment en termes d'emploi pour les jeunes, pour lesquels il y avait un taux de chômage très important. En Syrie spécifiquement, il y a 2 facteurs majeurs. Le premier était la répression politique, et le deuxième était la situation socio-économique. Pour ce qui est du premier facteur, la question de la répression politique, il faut se rappeler qu'Hafez el-Assad est arrivé au pouvoir 40 ans avant le soulèvement et avait mis en place un régime totalitaire et policier où toute forme d'opposition politique était brutalement réprimée. Les prisons étaient pleines d'opposants au régime, qu'il s'agisse de gens de gauche, de communistes, de libéraux, de membres des Frères musulmans, mais aussi de Kurdes, de journalistes indépendants, puisqu'il n'y avait pas de journaux indépendants autorisés dans le pays. Donc, Hafez el-Assad a d'abord consolidé son pouvoir au sein du parti Baas, qui était vraiment au service de la famille Assad. So that was the factor of political repression. When Bashar al-Assad inherited the dictatorship from his father in 2000. Quand Bachar al-Assad a hérité du pouvoir à la mort de son père, en 2000, il y a d'abord eu l'espoir d'une ouverture politique. Bachar se faisait passer pour un modernisateur et il avait l'air plus ouvert politiquement que son père. Et à ce moment-là,
il y a effectivement eu un mouvement dans lequel j'étais très impliqué, connu sous le nom de Printemps de Damas. Il ne s'agissait pas d'un mouvement populaire massif comme aujourd'hui, c'était un mouvement d'intellectuels, d'écrivains et de militants des droits humains. Ce mouvement appelait à un accroissement des libertés politiques, un système démocratique avec une pluralité de partis, la libération des prisonniers politiques, la fin de l'état d'urgence qui suspendait tous les droits démocratiques et donnait tout le pouvoir aux services de sécurité. Mais tout cela a été écrasé au bout de quelques années et tout espoir de réforme politique sous Bachar s'est envolé. Pour ce qui est de la situation économique, elle a empiré avec l'arrivée au pouvoir de Bachar el-Assad. Sous Hafez, il y avait eu des améliorations, surtout pour la population rurale, avec une économie planifiée qui lui donnait une base populaire. Mais lorsque Bachar est arrivé au pouvoir en 2000, il a commencé à promulguer des réformes néolibérales, en coupant notamment les subventions aux produits de base comme le pétrole, des subventions qui étaient très importantes pour beaucoup de personnes. En même temps, il y avait un capitalisme de connivence dans lequel les richesses étaient concentrées dans les mains d'un petit nombre de loyalistes proches du pouvoir. La plupart, bien que ce ne soit pas la totalité, étaient d'ailleurs des membres de la famille Assad. Pour donner un exemple, à travers ses entreprises, Rami Makhlouf, le cousin de Bachar, possédait avant le soulèvement 60% de l'économie syrienne. Il y avait une corruption rampante et une augmentation de la pauvreté dans tout le pays. Les révoltes ont d'ailleurs éclaté dans les zones rurales défavorisées et dans les bidonvilles et les quartiers ouvriers qui s'agrandissaient au fur et à mesure que les gens des campagnes arrivaient pour y chercher du travail. Donc il y avait une claire dimension de classe au soulèvement révolutionnaire. Donc t'insistais aussi, tu insistes souvent, sur le fait que c'était avant tout un soulèvement civil, un mouvement populaire. Ça s'est militarisé petit à petit parce que la population a dû s'armer face à la répression du régime, mais c'est un mouvement qui a commencé par des très grandes manifestations et tu décris aussi une auto-organisation. Est-ce que tu peux un peu expliquer ça, quelle forme ça prenait, cette auto-organisation et par exemple décrire le fonctionnement des conseils locaux et aussi est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont ça pouvait marcher en parallèle de l'existence des groupes armés qui résultaient de la nécessité de s'armer des manifestants face aux snipers, ou alors de la nécessité de se défendre pour des déserteurs de l'armée qui avaient refusé de participer à la répression du mouvement. Unlike what happened in Egypt and Tunis, when the revolution began in Syria, it wasn't a revolutionary movement, it was a reform movement. Contrairement à ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie, au début, en Syrie, il ne s'agissait pas d'un mouvement révolutionnaire, mais d'un mouvement réformateur avec des revendications analogues à celles du Printemps de Damas, libération des prisonniers politiques, multipartisme, etc. C'est l'expérience de la répression violente du mouvement de protestation, les arrestations de manifestants, les assassinats par balles, qui a entraîné une croissance et une radicalisation du mouvement. Quand cela a commencé, il y avait des petits groupes de militants qui se connaissaient et qui ont commencé à organiser ou à soutenir les manifestations, fabriquant des affiches ou des bannières, dressant des barricades pour protéger les gens des attaques du régime, faisant sortir régulièrement les gens dans les rues. Avec le début des manifestations, des gens ont compris qu'il y avait un besoin de coordination entre les différents mouvements et la nécessité d'unifier les demandes politiques et révolutionnaires.
Et il y a eu un certain nombre d'initiatives qui tentèrent de faire ça. De mon point de vue, la plus inspirante de ces tentatives est ce qu'on a appelé les comités de coordination locaux établis par une de mes amies. Elle commença à organiser le comité de coordination locale qui avait pour but d'unifier le mouvement et ses aspirations politiques et aussi dans le but de faire un travail d'information pour faire comprendre aux gens ce qui se passait en Syrie, non seulement pour donner à voir à l'étranger la répression massive du mouvement, mais aussi en interne pour diffuser des informations censurées par le régime. Donc ça a été une des formes d'organisation intéressantes qui s'est ensuite tournée davantage vers des activités humanitaires du fait de la répression, ce que beaucoup de personnes impliquées dans ces comités ont considéré comme une erreur, mais c'était inévitable du fait de l'importance de la crise. Ils ont commencé à distribuer des paniers alimentaires pour les zones assiégées, collecter des vêtements et de l'argent à envoyer aux gens pour qu'ils puissent survivre. J'aime particulièrement la forme d'organisation horizontale, multiconfessionnelle et avec pas mal de femmes dans ces comités. Un phénomène très intéressant lorsque des territoires furent libérés du régime suite à la militarisation et que les gens ont dû s'organiser pour que leur communauté continue de fonctionner, notamment l'approvisionnement en eau, en électricité et en nourriture, l'école, les services de soins, et un de leurs modèles était celui des conseils locaux, un concept développé par l'anarchiste syrien Omar Aziz. Il pensait que ce n'était pas suffisant pour les gens de sortir dans la rue et de manifester, mais qu'ils devaient construire une alternative à l'État autoritaire. Ainsi, ces conseils locaux commencèrent à être mis en place dans des communautés à travers la Syrie, dans des villes, des villages et des quartiers. Il y en avait des centaines à leur pic en 2012-2013. Et nombre de ces conseils ont organisé des élections démocratiques, les premières depuis plus de 40 ans en Syrie. La plupart ont dû faire face à de nombreuses difficultés, certains étaient plutôt inclusifs et progressistes, et d'autres, surtout dans les régions rurales, étaient dominés par des tribus. Ce n'était donc pas parfait, mais tout ça a constitué un exemple qui n'a pas été visibilisé en Occident. En effet, on entend souvent que les Arabes ne sont pas faits pour la démocratie, il leur faut un homme fort pour s'arrêter de s'entretuer. Et pourtant, maintenant, on peut dire que dans des conditions de guerre totale, il y a eu en Syrie ces conseils locaux qui ont tenté de pratiquer une certaine forme de démocratie. Pour ce qui est de la militarisation, ça a été avant tout une réponse à la répression massive auquel les gens ont fait face. Lorsque les gens manifestaient, ils se faisaient tirer dessus par le régime, à tel point que le régime a utilisé des missiles intercontinentaux contre des zones résidentielles. Le régime a aussi mis en place des milices qui ont été envoyées dans des communautés insurgées pour violer des femmes et qui ont assassiné des femmes, des hommes et des enfants. Face à cela, les insurgés ont mis en place des unités d'autodéfense locales composées de jeunes hommes protégeant leur communauté, leurs rues et leurs familles des attaques du régime. Avec le temps, ils ont aussi commencé à se coordonner de manière vague sous la houlette de l'armée syrienne libre, ASL. Je pense qu'il y a souvent une vision erronée de l'ASL comme une armée organisée et financée de manière centralisée, ce qu'elle n'était pas, même s'il y a eu des tentatives, finalement avortées, d'en faire une avec la mise en place d'un commandement centralisé en Turquie, commandement centralisé qui n'a pas eu d'influence sur la plupart des groupes armés. Quoi qu'il en soit, les gens qui se sont placés dans le sillage de l'ASL étaient des gens qui voulaient se débarrasser du régime et qu'il y ait une transition démocratique où les gens eux-mêmes pourraient choisir leurs propres représentants. On voit vraiment en fait que ce soulèvement il a été extrêmement mal compris, notamment par la gauche en Occident.
Et on voit aussi que au fur et à mesure de la militarisation, de l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est une grille de lecture plutôt antiterroriste et militaire qui a prévalu. Et ça s'est concrétisé de manière absolue à partir du développement de l'État islamique. Avec jusqu'à maintenant, de l'extrême gauche à l'extrême droite, quand même, un certain nombre de gens qui en sont à applaudir plus ou moins honteusement à l'écrasement de l'insurrection syrienne. Et tu as écrit un texte qui s'appelle L'anti-impérialisme des imbéciles, qui est traduit en français, notamment sur le site Solitude Intangible. Et est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que c'est l'anti-impérialisme des imbéciles? Well, I think on the whole, the left's response to Syria was just a dismal failure. Je pense que la réaction de la gauche à ce qui s'est passé en Syrie a été un échec lamentable. Pas de toute la gauche. Il y a eu de nombreuses personnes et organisations qui ont exprimé leur solidarité avec les révolutionnaires, mais de manière générale, la gauche a mal caractérisé et mal compris ce qu'il se passait. Une partie de cette réaction est liée à un logiciel politique obsolète, consistant à voir ce qui se passait en Syrie à l'aune de ce qui s'est passé en Irak en 2003, alors même que les conditions étaient très différentes. Il n'y avait pas eu de soulèvement populaire en Irak, les États-Unis sont allés imposer la démocratie aux gens et ont fini non seulement par renverser un dictateur, ce que la plupart des gens ont probablement approuvé, mais par occuper le pays, entraînant une grave crise humanitaire et une montée du confessionnalisme et de l'extrémisme religieux, problème auquel l'Irak est toujours confronté aujourd'hui. Un autre facteur a été la lecture exclusivement géopolitique de ce qui se passait, vu uniquement comme un affrontement entre États, alors que lors des premières années du soulèvement en Syrie, le principal affrontement était entre un régime fasciste et une population rebelle qui tentait de résister à ce régime. So this very state-centric analysis which led people actually to extend solidarity to states instead of extending solidarity to people that were resisting. Cette analyse statocentrée a conduit des gens à être solidaires vis-à-vis d'un État plutôt que de soutenir la population. Ce cadre analytique dépassé, hérité de la guerre froide, avec l'idée que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, ou que le seul impérialisme existant est celui des États-Unis, nous devons nous y opposer et donc soutenir la Russie, sans se rendre compte qu'en faisant cela, on ne fait que choisir un camp dans un affrontement inter-impérialiste. La Russie n'est pas un régime anti-impérialiste et ne l'a d'ailleurs jamais été, puisqu'elle occupe une partie importante de la Syrie et renforce une dictature fasciste. Branded about very regularly on the left, all opposition to the Assad regime are jihadists. Il y a aussi eu un discours raciste dépeignant les opposants au régime d'Assad comme des djihadistes, utilisant un discours islamophobe répugnant pour dénigrer les Syriens dans leur résistance à l'autoritarisme, sans voir que la révolte en Syrie, depuis des années, n'est pas uniquement contre le régime, mais aussi contre les groupes islamistes extrémistes, et pas seulement contre Daesh, mais aussi contre des groupes comme Anhar al-Sham ou Jaish al-Islam, qui officiellement faisaient partie de la lutte anti-Assad, contrairement à Daesh, et qui ont pourtant fait face à une forte opposition locale. La militarisation a en effet conduit à une islamisation pour un certain nombre de raisons, jusqu'au point où les islamistes ont dominé l'opposition militaire au régime. Mais rappelons-le, l'opposition civile est toujours restée majoritairement démocratique, inclusive et anti-islamiste. Et donc aujourd'hui, l'opposition, elle existe toujours, à Idlib notamment. Il y a des gens qui manifestent à la fois contre le régime et aussi contre les groupes djihadistes. Alors que dans le même temps, ces gens-là sont sous les bombardements du régime et les bombardements russes. Every week there's demonstrations against both the regime and jihadist groups and against HTS. Toutes les semaines, il y a des manifestations contre le régime et les groupes djihadistes, contre Hayat Tahrir al-Sham, qui est le groupe islamiste qui contrôle le plus la province d'Idlib. Ces manifestations ne sont pas visibilisées et soutenues. Les Syriens font face à plusieurs régimes. Il faudrait soutenir et respecter ces gens-là et non pas les dénigrer ni les ignorer. En parallèle de l'insurrection syrienne,
il y a eu l'expérience du PYD, qui a donc négocié à partir de 2011 avec le régime le retrait des troupes du régime et la mise en place d'une auto-administration du Rojava. C'est une expérience qui est en train d'être détruite, notamment par l'invasion turque en fait du Rojava. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur ce qu'il est en train de se passer en ce moment au Rojava avec cette invasion turque, à la fois pour les populations kurdes et pour les populations arabes? I think it's difficult to know at this point how it's going to end up playing out because there's such regular changes and it's very difficult to say. Je pense qu'il est difficile à ce point de savoir comment ça va se finir en raison des bouleversements constants. Ce n'est pas la première intervention de la Turquie en Syrie. Il y a eu l'opération Bouclier de l'Euphrate en 2016 et celle à Afrin en 2018. Les interventions turques ont deux objectifs principaux. D'une part, empêcher l'établissement d'une autonomie kurde le long de la frontière turque, parce que le PYD, le parti kurde dominant en Syrie, est en relation étroite avec le PKK, que l'État turc considère comme son ennemi. D'autre part, créer une zone de sécurité de 30 km de profondeur le long de la frontière où l'État turc espère renvoyer 2 millions de réfugiés syriens. Il y en a 3,6 millions en Turquie actuellement, plus que dans n'importe quel pays du monde, vis-à-vis desquels il est de plus en plus hostile. Il y a beaucoup de racisme, d'attaques contre leur commerce, etc. D'ailleurs, au cours des derniers mois, il y a eu un énorme accroissement des expulsions forcées de la Turquie vers le nord de la Syrie. De plus, la situation de ces régions contrôlées par les Forces démocratiques syriennes, FDS, diverge d'un endroit à l'autre, puisque dans les zones à dominante kurde, comme Afrin, Kobané, etc., la principale menace est la Turquie et ses milices supplétives. Quand ces milices ont pris le contrôle d'Afrin, il y a eu des multiples violations des droits humains, beaucoup de gens ont été expulsés et empêchés de revenir, des maisons ont été données à des Arabes déplacés, donc il y a eu des changements démographiques forcés dans ces zones. Mais dans les zones à majorité arabe contrôlées par les FDS et le PYD, leur principale crainte est le retour du régime et de l'Iran. Et il y a eu récemment des manifestations à Manbij, Raqqa et Deir el-Zor contre les négociations entre le régime et le PYD. Il y a la peur que le régime revienne dans ces zones et procède à des arrestations massives, comme dans d'autres zones dont le régime a repris le contrôle. Clairement, la Turquie et la Russie se coordonnent Ils essayent de trouver une solution, même si ce n'est pas clair qui va finir par contrôler ces régions. Est-ce que les États-Unis vont s'en aller ou rester pour sécuriser les champs pétroliers ? Ce qui est sûr, c'est que cette intervention turque entraîne une augmentation importante des conflits ethniques et des tensions confessionnelles dans la région. Ça semble en fait extrêmement important pour toi d'expliquer qu'il y a eu effectivement un soulèvement qui a réellement eu lieu, un mouvement populaire en Syrie à partir de 2011. Je pense que c'est évidemment pour t'opposer à une forme de négationnisme qu'il y a à propos de la Syrie et à différentes formes de complotisme aussi. Et dans la mesure où il semble aussi important pour toi de rencontrer des militants et de leur parler de la Syrie. En fait, là, on est donc à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ou qu'on devrait faire pour les mouvements populaires syriens, quoi. À la fois pour soutenir, par exemple, la population d'Idlib qui manifeste encore et qui est dans la dernière enclave rebelle et qui est bombardée, et aussi les mouvements populaires qui sont encore dans des zones qui ont été récemment reprises par le régime. On sait qu'il y a encore des gens qui manifestent, notamment autour de Deir ez-Zor, par exemple, ou dans le sud de la Syrie aussi, dans l'est. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire, quoi, à la fois contre le régime syrien, contre la Russie, et peut-être aussi en fait, contre nos gouvernements en Europe qui semblent quand même avoir une certaine acceptation du fait que Assad reste au pouvoir. I mean, I don't think that we have the power
Je ne pense pas qu'on ait le pouvoir de changer radicalement la situation sur le terrain, puisque nous n'avons pas de pouvoir sur la Russie, sur l'Iran, sur la Turquie. Peut-être que s'il y avait un énorme mouvement mondial anti-guerre appelant ces puissances à s'en aller, ce serait peut-être différent, mais nous ne sommes pas dans cette situation. Mais il y a des choses que l'on peut faire. Une chose certaine est qu'il y est très important pour les Syriens d'avoir une solidarité visible, puisqu'ils se sentent complètement abandonnés, qu'ils se font calomnier, insulter, etc. C'est quelque chose de très traumatisant pour les Syriens. Il y a aussi des actions que nous pouvons mener ou soutenir. Par exemple, la situation des réfugiés ici en Europe est une situation dramatique. Nous devrions faire tout ce qu'on peut pour nous organiser avec eux et les soutenir. On devrait aussi résister à toute tentative de normalisation du régime, ce qui semble être de plus en plus le cas. Nous devrions soutenir les efforts de Syriens de demander des comptes au régime de Assad. Il y a des initiatives très enthousiasmantes en ce moment. Travailler sur la question des prisonniers est d'une importance vitale. Il y a une superbe campagne appelée Les Familles pour la Liberté, Families for Freedom, qui est menée par des femmes syriennes, inspirée par le mouvement des mères pour les disparus d'Argentine et un mouvement similaire au Liban, et appelant à une libération des prisonniers politiques. Il y a aussi la question de l'aide humanitaire, et l'accès des agences humanitaires au terrain est une question sur laquelle nous pouvons et nous devons faire entendre nos voix ici, car la situation est désespérée dans des endroits comme à Idlib ou dans le nord-est de la Syrie. Après cette interview de Vivian Petit de Leila Al-Shami, en complément, une question qu'il a posée lors de la conférence de celle-ci à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et la réponse de Leila Al-Shami, traduite par un des membres du collectif de traduction de Burning Country. Il y a eu des manifestations autour des Razors, il y a eu une grève générale à Manbij aussi, et il y a eu des arrestations, en fait, des organisateurs supposés de cette grève générale-là, des arrestations organisées par le PYD à Manbij. Est-ce que tu peux nous en dire plus à la fois sur ces mouvements d'opposition au retour du régime, sur la répression et aussi sur l'état du rapport de force contre le régime, quoi, à la fois du côté du PYD, qu'il arrive ou non à négocier avec le régime, et de la part de l'opposition à Assad dans les villes qui se sont révoltées contre lui. Avant tout, pour commencer, il faut souligner que le PYD donc, trouve une situation très difficile, un peu dans une situation entre le marteau et l'enclume, entre l'offensive turque au nord de la zone qui est administrée et les forces du régime avec lesquelles il a dû établir un pacte pour résister à cette offensive. Quel que soit le résultat officiel ou apparent des négociations, il est d'évidence que le régime n'acceptera jamais aucune forme d'autonomie politique kurde en Syrie. Il y a eu des communications officielles de membres du gouvernement Assad qui annonçaient qu'ils allaient regagner le contrôle total du pays. Et plusieurs personnes ont vu dans les premiers cercles du gouvernement répéter qu'il n'y aurait pas d'autonomie kurde et que les personnes qui avaient combattu au sein des forces démocratiques syriennes, donc cette milice kurde et arabe sous l'égide du PYD, seraient traités comme des traîtres qui avaient travaillé pour le compte des États-Unis. Ce qu'on peut attendre d'un accord entre les autorités kurdes du nord-est de la Syrie et le régime de Bachar, c'est un retour des troupes syriennes dans la zone et des campagnes d'arrestation de masse comme on a pu les observer dans les zones qui étaient initialement tenues par la rébellion, et sans doute des arrestations de masse des militants proches du PYD. Il a été question dans ces accords d'une forme d'intégration qui est toujours en négociation, d'intégration des forces démocratiques syriennes à l'armée nationale syrienne, et que si ça finissait par arriver, il est très probable que ces milices-là sont envoyées dans les zones de combat les plus dures pour être immédiatement éliminées. Donc pour les populations à majorité kurde, des zones autour de Afrin, Kobane, Kamishlu, proche de la Turquie, la population a de bonnes raisons de craindre plus l'occupation par l'armée turque que les armées du régime. Mais pour des zones plus au sud qui ont été reconquises contre l'État islamique par les FDS, la situation est bien différente. Il y a des populations à majorité arabe et qui pour beaucoup ont pris part à
la rébellion et ont beaucoup plus à craindre d'un retour des forces du régime dans la zone. Donc là, on parle, il y a déjà eu un certain nombre de manifestations qui ont eu lieu dans ces villes contre le retour du régime. Donc là, on parle de villes comme Manbij, Raqqa ou Deir ez-Zor. Et dans ces zones à majorité arabe, donc, le PYD n'était pas soutenu par la population locale. Elle était principalement vue, suite au départ d'État islamique, comme une force d'occupation qui travaillait essentiellement pour des puissances extérieures, en l'occurrence les États-Unis, un peu à la manière dont les milices syriennes qui avaient pris possession du canton d'Afrine contre les Kurdes étaient apparues comme une milice d'occupation sous ordre de la Turquie. Et il y a eu des formes de résistance civile diverses à l'autorité établie par les forces démocratiques syriennes et le PYD sur ces villes arabes, notamment des différentes manifestations qui faisaient suite à des campagnes d'arrestation menées dans les communautés arabes. Pour être tout à fait juste, il est certain que l'écrasante majorité des populations dans les zones arabes tenues par le PYD préfèrent de loin être dans une zone qui est administrée par le PYD et par les forces kurdes que par le régime, et que s'il y a des manifestations qui se déroulent dans ces villes depuis quelques semaines, elles sont bien moins animées par un sentiment anti-kurde que par la crainte d'un retour du régime, et que ce n'étaient pas des manifestations de soutien à l'intervention turque. Et donc il y a par contre effectivement eu une série d'arrestations menées par les autorités en place du PYD contre des activistes qui avaient lancé des manifestations contre le retour du régime. Et la crainte aujourd'hui, c'est que ces personnes qui ont été détenues par le PYD soient remises aux autorités syriennes et sans doute torturées à mort. Et pour finir, on va maintenant écouter l'interview de Vivian Petit avec 2 membres du collectif de traduction de Burning Country. On est avec Benjamin et Maïté. Vous êtes 2 des traducteurs de Burning Country, de Robin Yassine Kassab et Leila Hachami. Ça nous paraissait intéressant de vous demander comment vous était venue cette idée de traduire ce livre et de rendre accessible au lectorat français un bouquin qui explique assez précisément ce qu'a été l'insurrection syrienne et la situation en Syrie jusqu'à maintenant. En fait, c'est un peu au croisement de différentes rencontres. En fait, les 5 ou 6 personnes qui ont participé aux différents stades de la traduction du livre se sont rencontrées à différents moments et ont des histoires un peu singulières avec l'histoire de la Syrie. Pour quelques-uns d'entre nous, c'est notamment pour avoir suivi d'aussi près qu'on pouvait ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée à partir de 2011 et essayer de comprendre ce qui s'y jouait. Avoir eu aussi certains amis qui ont pu aller soit en Tunisie, soit en Égypte, soit même en Libye pour se rendre compte de ce qui se passait sur place et essayer d'amener une forme de compréhension depuis le terrain de ce qui se passait. Et il nous a semblé assez vite que ce qui se passait en Syrie était d'une importance qui dépassait largement les frontières de l'État syrien et qui allait avoir des répercussions pour des années ailleurs, que tout le scénario contre-insurrectionnel qui se déroulait là-bas avait été édifiant à plus d'un titre et toute l'expérience du mouvement révolutionnaire et du soulèvement populaire avait été particulièrement absente de tous les récits qui étaient faits à la fois dans les médias dominants et dans les milieux révolutionnaires ou de gauche qui pouvaient se pencher sur la question. Et donc il y a eu pour certains cette entrée-là vraiment dans la suite des soulèvements arabes et de ce que ça peut éveiller comme espoir, y compris ici. Et pour d'autres, une entrée plus par ce qui a pu susciter comme espoir à un moment l'expérience du Rojava et ce qui apparaissait comme étant une troisième voie dans le conflit syrien et qui du coup a amené un certain nombre d'autres personnes à s'intéresser à ce qui se passait en Syrie par ce biais-là et puis de comprendre que c'était pas forcément aussi simple que à la fois la propagande du PKK montrait mais aussi les médias occidentaux voulaient bien montrer la situation et donc essayer de creuser ces questions-là. Et puis ensuite, qui a vraiment déterminé le fait qu'on se mette à faire ça, c'est et la rencontre avec des exilés syriens et leur récit vivant de ce qui s'était passé pour eux dans les premières années du soulèvement et la rencontre avec ce livre dans sa version anglaise. Est-ce que vous pensez que dans la manière de se relier à cette question-là ou dans la manière de la connaître, il y a des choses qui peuvent nous inspirer ou nous donner des enseignements, même si on vit dans des contextes extrêmement différents? Moi, je trouve que toutes les stratégies contre-insurrectionnelles qui ont été menées par Bachar al-Assad dès le début du soulèvement, que ce soit la manière la propagande directement c'est des agents occultes, des étrangers qui viennent semer le chaos, ou toutes ces propagandes médiatiques, c'est des choses qu'on retrouve assez fréquemment dans toutes les gestions, dans toutes les matages de révolte, que ce soit, et ça allait même jusqu'aux gilets jaunes, où tu fais la différence entre le vrai et le faux.
et que, je sais pas, il y a pas mal de stratégies du régime d'Assad qui se réappliquent un peu partout, et je pense que c'est assez important, même quand on regarde l'Irak ou le Liban, qui est bon, bah, c'est génial, c'est multiconfessionnel et tout ça, mais en même temps c'était comme ça aussi la Syrie. Du coup, comment est-ce que une histoire qui fait aussi des mises en garde, de savoir qu'après, il n'y a pas de solution non plus. Hein, mais... Ouais, un des trucs qui paraissait important dans le livre, c'était à la fois que ça donnait une voix vraiment enfin, différentes voix justement depuis le soulèvement lui-même, depuis le terrain, ce qui était quasiment inexistant dans ce qui paraissait en français à ce moment-là, à part quelques travaux universitaires un peu touffus. Il y avait vraiment un choix délibéré dans le livre de donner d'abord la voix au terrain et aux gens qui participaient au soulèvement. Et ça ne paraissait pas exister dans ce qu'on avait pu lire jusque-là. La manière dont ces récits-là sont lancés, ça enlevait tout le caractère exotique à la situation qu'il pouvait avoir jusque-là. C'est-à-dire que jusque-là, soit en lisant les journaux ou en regardant la télévision ou même en suivant sur Internet, on avait toujours le sentiment quand même d'une situation très éloignée avec des images qui ne permettaient pas forcément de se rapporter à la situation, ou en tout cas on s'y rapportait comme quelque chose d'essentiellement étranger, avec très vite ces images les cris à la Wakbar, cette espèce d'orientalisme sur la situation. Et dès qu'on rencontrait des gens, des exilés syriens, ou qu'on lisait ces récits-là, d'un coup il n'y avait plus du tout cette distance et plus cet exotisme-là. En fait, on voyait bien que les gens ils se posaient les mêmes questions qu'on se poserait dans des situations similaires ou approchantes, qu'au fond ce qui les motivait c'était des choses qui nous étaient pas du tout étrangères, et que l'expérience qu'ils vivaient, elle nous parlait au premier chef, en fait, pas comme quelque chose où on aurait une espèce d'intérêt intellectuel ou culturel pour ce qui se passe au Moyen-Orient, mais dans le sens que voilà, il y a des gens qui se sont levés contre un état de fait, contre un régime, et qui ont dû trouver tout un tas de moyens pour parvenir à leur fin et à réussir à tenir face à des méthodes de contre-insurrection inégalées depuis très longtemps. Donc vraiment, cette découverte, moi, mon choc, ça a été la rencontre avec les Syriens, et me rendre compte qu'en fait, entre eux et moi, finalement, la différence, il n'y a pas la distance que je pouvais imaginer qu'il y aurait, quoi. Qu'il y avait vraiment quelque chose de commun, quoi. Par-delà la différence des situations qui est indéniable. Et je suppose que vous en avez discuté dans le collectif de traduction, ou même plus largement avec vos amis. Qu'est-ce que vous dites sur... est-ce que vous avez des bribes de réponses sur les formes de soutien ou d'aide qu'on peut apporter, en plus de relayer les témoignages ou les récits des gens, ou au-delà du fait de partager des expériences entre différentes situations de lutte à travers les frontières, quoi. On voit qu'en France, il y a par exemple beaucoup moins d'affirmation de l'internationalisme, si on compare par rapport à l'extrême gauche des années 70, et il n'y a pas eu de soulèvement en France en soutien à la Syrie, comme il y avait les manifs pour le Vietnam à une autre époque. Est-ce que vous avez des réflexions sur les manières qu'on peut avoir d'avoir quand même un peu des prises ou des formes de soutien Moi, je pense que rectifier le discours, c'est quelque chose qui est super important. Et par exemple, Leïla, elle parlait beaucoup de ça dans la précédente tournée, mais la question aujourd'hui des prisonniers en Syrie, des prisonniers et de la stabilisation, de cette soi-disant stabilisation dans les zones du régime, qui fait que les gens ils ont des retours forcés, c'est des choses qui font que, en fait, rectifier le discours ou même faire des campagnes autour de ces questions-là, c'est quelque chose de très important. Et je pense que de la même manière, l'accueil des exilés et la manière dont on peut faire des ponts avec eux ici en France, c'est aussi une manière d'avoir un soutien. J'ai l'impression que la question du récit, elle est quand même fondamentale. Ça peut paraître un truc à distance et confortable finalement de travailler juste sur les éléments de récit. Et pour autant, j'ai l'impression que si dans toute la séquence qui a commencé en 2011, au-delà de la Syrie, de la cas syrien, ce qui a été déterminant dans le cours des choses, c'est ceux qui ont été capables de maîtriser le récit, quoi. C'est d'un côté, ce qui a fait caisse de résonance à un moment, c'était les médias en langue arabe qui étaient détenus par le Qatar ou l'Arabie Saoudite, ou alors les propagandes des régimes, et que bien souvent dans ces cas-là, il y a quelque chose un peu comme on voit ça, qu'on peut vivre ça en France dans le cadre d'un mouvement social, c'est-à-dire qu'à un moment il y a une caisse de résonance qui se fait, et puis à un moment, dès lors que les intérêts qui sont derrière le porte-voix médiatique considèrent que la situation leur échappe, la situation se renverse. Ça a été un peu le cas dans la situation de différents pays arabophones. Et il semble que dans ces moments-là, trouver qu'un des premiers actes de solidarité internationale, c'est trouver tous les moyens et se donner des moyens, au-delà de simplement se satisfaire soi-même ou avoir l'impression de faire quelque chose. C'est de se donner les moyens de faire circuler le récit et de faire en sorte que
qu'il y ait toujours un contre-récit à opposer au récit, soit médiatique, soit de la contre-insurrection, quoi. Et que voilà, on arrive toujours, peut-être qu'on peut avoir le sentiment d'arriver avec un train de retard, mais en fait, tout ce qu'on pourra faire pour contrecarrer l'effacement de cette mémoire populaire-là, ça a des effets qui seront non négligeables pour maintenant et pour plus tard. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut faire, qui est aussi une perche à tendre à tous les exilés qui n'ont pas forcément l'énergie là tout de suite de le faire, mais pour qui ce sera une nécessité à un moment de pouvoir combler ce trou de l'histoire qui est en train de se dessiner, quoi. C'est-à-dire c'est l'effacement total d'un mouvement populaire qui a réuni des millions de gens et qui pendant près de 8 ans qui ont résisté à des offensives armées alimentées par tout un tas de puissances étrangères et qui fait exemple et contre-exemple. Vraiment l'épisode syrien, ça a été la tentative de la part de plein de pouvoirs établis d'écraser de la manière la plus horrible possible la possibilité du soulèvement. Mais la possibilité du soulèvement en Syrie, mais ailleurs aussi, quoi. Et ce qui est un élément d'espoir là-dedans, c'est qu'on voit que cet effet-là, il a eu lieu pendant quelques mois, on va dire 1 an ou 2 ans, et qu'ensuite quelque chose a repris parce que les récits ont circulé, parce qu'il y a aussi des expériences qui se sont tirées, et que ce qui s'est passé au Soudan, ce qui se passe en Algérie, ce qui est en train de se passer en Irak maintenant, on voit bien que les gens, il y a une expérience populaire qui se fait, quoi. Et elle passe par tous ces biais-là, et que faire ça, c'est pas du tout symbolique, quoi. Merci à vous. Et en guise de conclusion, les dernières lignes de Burning Country dans son édition française. La révolution syrienne est souvent qualifiée de révolution orpheline. N'ayant bénéficié d'aucun soutien, ignorée, incomprise et calomniée, elle a dû s'opposer seule aux forces combinées de la réaction locale, régionale et internationale. Son avenir et celui du monde arabe au sens large restent profondément incertains. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il ne peut y avoir de retour au statu quo d'avant 2011. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégal. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.